intervenants du jour vont répondre à ces questions. C'est comment concevoir les nouveaux packaging avec les nouveaux impératifs économiques, industriels et écologiques. On a de plus en plus de normes qui tombent là-dessus. Un avenir face à la tendance zéro déchet, oui ou non, ou à côté, ça. Et quelle part pour les nouveaux matériaux dans le packaging de demain et surtout pour quelle utilisation. Donc on en a deux, on a CVP, chez qui vous êtes, donc de temps en temps on y participe un peu plus, et puis on a fait participer Céline de Eat and Back avec sa lunchbox qui vous la présentera par la suite. Donc l'activité de CVP, qui veut dire Creative Vision Packaging, on travaille sur le packaging, sur l'innovation et sur le développement durable. On a une baseline qu'on met souvent, c'est que nous sommes tous co-acteurs dans l'entreprise de la planète qu'on va laisser à nos enfants. On arrête de dire que ça doit être fait par les autres, mais autant faire le colibri et chacun sa petite partie, et comme ça on avance. Donc là, pour la plupart vous connaissez, c'est notre métier, apporter des solutions anticipatrices quotidiennes et complètes en emballage plastique sur 4 marchés, beauté, santé, alimentaire et chimie. Et le mot, je dis souvent le plus important dans cette phrase-là, c'est l'adjectif anticipatrice. C'est avoir toujours ce coup d'avant et donc de se poser la question autrement et non pas subir les choses. Alors, on va anticiper ici dans l'entreprise, on va anticiper sur les produits, sur les services, mais on a aussi anticipé sur l'ensemble des services, le service financier, le service qualité, les nouvelles approches commerciales, etc. En intro, on peut dire aussi, ce qui est assez étonnant pour créer une boîte qui fait de l'emballage, c'est que le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Si on prend la question autrement, en fait, la plupart de nos clients achètent des emballages contraints et forcés. S'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Donc, est-ce que c'est déjà une première amorce de réponse, pas besoin d'emballage, si il n'y a pas de plus-value apportée à cet emballage pour le consommateur final. Hein, si c'est juste pour un élément de transport et je jette, si je ne trouve pas des nouvelles fonctionnalités, je pense que là, c'est pas la peine de se positionner là-dessus. Bon. On a une stratégie qui est de faire bénéficier tous nos clients, du grand compte au plus petit, de nos innovations environnementales et économiques sur l'ensemble de nos produits, du spécifique au standard. On n'a pas encore pu mettre dans la partie verte de nos innovations environnementales et économiques. C'est que certaines innovations aujourd'hui environnementales sont plus chères que les solutions standards. Donc ça nécessite aussi au sein des entreprises de le savoir et de dire j'y vais ou j'y vais pas. Et donc ça pose le problème du ROI, donc du retour sur investissement. Est-ce que ce retour sur investissement, je le fais immédiatement sur mon compte d'exploitation sur la ligne sous-gagné à la fin de l'année, ou est-ce que je vais y incorporer un certain nombre de critères ou d'autres éléments comme un ROI sur une entreprise plus désirable parce qu'elle prend en compte les éléments de développement durable. Alors nous sommes sur cette démarche, le témoignage qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme bashing sur le plastique. Et on n'est pas du tout en alerte et on est très à l'aise parce qu'on a beaucoup de solutions et on a anticipé. Et on sait aussi dire non aux clients. C'est-à-dire que par rapport à une proposition qui nous est faite par un client, il va nous dire ouais mais je voudrais plutôt ça et on lui répondra non et on lui expliquera pourquoi on le fait. Alors pour répondre aux attentes des consommateurs qu'il faut encore sacrément informer, je ne vais pas dire éduquer, mais informer, il faut qu'on ait des emballages éco-conçus qui procurent un bénéfice environnemental. On ne met sur le marché que des produits qui ont une ou plusieurs solutions en fin de vie, qui sont recyclables, qui ont une valorisation. Et pour s'aider par rapport à ça, il faut que ça soit compatible avec tous les systèmes en place de valorisation. Aujourd'hui, il y a des produits qu'on peut avoir sur le marché, quel que soit le matériau, mais la filière de valorisation n'existe pas. Et donc à ce moment-là, le produit, la matière que vous avez choisie, devient un polluant dans la filière de valorisation. Et si ça devient un polluant, à ce moment-là, si vous êtes taxé sur éco-emballage, des choses comme ça, votre prime monte. Par exemple,
une entreprise a conditionné des produits naturels, c'est des jus de fruits, des choses comme ça, dans un plastique qui s'appelle qui dit biodégradable compostable, et sa prime de valorisation en fin de vie a été multipliée par 3 ou par 4. Et ça vient d'un plastique végétal, donc il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Troisièmement, de contexte. Les fonctionnalités de l'emballage, c'est il y a préserver, protéger, tout ce qui va être autour d'informer, tout ce qui est autour de regrouper, qui est une problématique. Est-ce qu'il faut regrouper ou pas regrouper là-dessus? Dans la problématique du regroupement, il y a le sleeve où il y a un suremballage, et dont on parlait la semaine dernière avec vous. Le suremballage, s'il n'a pas de fonctionnalité, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt, d'autant plus que c'est cher, et d'autant plus que c'est du plastique en plus, etc. Donc il faut, dans la démarche, trouver une deuxième ou une troisième vie à cet emballage. Transporter, stocker, faciliter l'usage, donc c'est tout ce qui tourne autour de la fonctionnalité. Recyclage. Vous avez à peu près les chiffres actuels qui sont sur 5 millions de tonnes de plastique ménager. Pour l'instant, on arrive à en récupérer 3,2. Donc, la démarche, c'est donc les gens comme l'ADEME, Éco-emballage, etc. C'est eux qui doivent mettre en place, qui doivent développer avec les communes, les SIGOM, pour avoir des centres de tri qui fonctionnent bien. Et si vous mettez en place un nouveau matériau d'emballage, vérifiez s'ils savent le traiter en fin de vie. S'ils ne savent pas le traiter, c'est à ce moment-là que vous allez payer une survaleur. Bon, et après, on sait qu'avec une tonne de recyclé, 2 tonnes d'équivalent CO2 économisées. Donc, notre démarche, elle est longue dans le temps. Elle n'est donc pas en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est une démarche qu'on a démarrée en 2002. Et nous mettons, dès la conception, tous les emballages ont une ou plusieurs solutions de valorisation pour les clients de nos clients. La législation, la responsabilité de la mise sur le marché des emballages, c'est vous les clients. C'est vous qui êtes responsables, c'est pas nous. Puisque c'est vous qui décidez de mettre un produit sur le marché et vous avez décidé pour ce produit de prendre tel type d'emballage. Donc, la plupart, et que j'ai tous mes confrères, eux ne veulent pas s'occuper de ça, et nous on a intégré. C'est pas parce qu'on n'a pas la responsabilité qu'on va réfléchir et on anticipe à la fin de vie qu'est-ce qu'on fait. 2010, après 2 ans de boulot, parce que personne ne l'avait fait, et à ce jour, à ma connaissance, je ne connais qu'une entreprise italienne qui l'a fait, nous calculons l'empreinte carbone de tous les produits qu'on met sur le marché. Donc on sait exactement où se trouvent les points d'amélioration pour les emballages. C'est à quel niveau ça se positionne. Quand on calcule l'empreinte carbone, là-dedans, donc nous c'est natif. Si vous avez une facture, une offre, un envoi d'échantillon, s'il passe dans notre système ERP, automatiquement vous avez l'empreinte carbone à l'envoi d'échantillon, à l'envoi de l'offre, à l'envoi de la facture. Et vous savez exactement ce que vous avez. Et ça intègre toute la vie de la création de la machine qui a foré pour aller chercher le pétrole, pour faire sortir du pétrole transformé en plastique, jusqu'à la fin de vie dans les centres de tri, la fin de vie de l'emballage. Tout est compté. Le nombre de kilomètres qu'on fait dans l'entreprise, les collaborateurs, ils viennent à pied, à cheval, on comptabilise, le nombre de machines, etc. Donc c'était un long travail parce que, comme personne ne l'avait fait, il a fallu aller en amont, chez nos partenaires, chez les fabricants de machines, pour savoir quelles étaient les consommations. Et on s'appuie après, donc c'est un logiciel qui est développé par l'ADEME qu'on a intégré dans notre ERP. Donc aujourd'hui, on calcule l'empreinte carbone avant la création de l'emballage. C'est pour ça qu'on peut dire non. Du coup, l'empreinte est... En fait, l'impact, alors ce que je vous donne au niveau de l'impact, on est dans les plastiques pour l'instant. Donc les valeurs que je vais vous donner sont exclusivement pour les plastiques.
là-dessus. Nous, quand on a fait les éléments à ce moment-là, je ne cache pas qu'en 2010, quand on a lancé l'opération, 2008, et on est arrivé en 2010, on avait beaucoup de nos clients qui commençaient à regarder de fabriquer dans les pays à l'est de l'Europe, parce que moins cher en termes de main-d'œuvre, etc. Et donc, on anticipe de dire comment on le fait. Et on avait à l'a priori de dire que c'est le transport qui est très carboné chez nous, puisqu'on ne fait que du volume. Et à la fin de l'étude, le transport, pour l'ensemble des produits, du petit flacon jusqu'au fût de 220 litres, ne représente moins de 8% de l'empreinte carbone. Et c'est le choix de la matière dans notre activité qui est le plus important. Ouais. Alors, ici, pour nous, la démarche d'éco-conception, parce qu'on, après, c'est des pistes pour vous, hein, nous, on démarre toujours par la fin de vie. Et comme vous allez dans les entreprises, à 99% des cas, quand on démarre jamais par la fin de vie, c'est pas logique. Hein, c'est pas, en fait, en démarrant par la fin de vie, ça permet de remonter la filière. Alors, vous le retrouverez sur le slide, mais bon, voilà, nous, les questions qu'on doit se poser. Donc, la fin de vie, c'est est-ce qu'il existe une ou plusieurs solutions de valorisation? Si oui, alors on y va. Sinon, on rebascule et on retravaille la fiche produit, le process, etc. Alors, ce type de recyclage, pour rappeler, alors en PET, si vous achetez une bouteille, si elle part en centre de tri, elle est broyée, remise en paillettes, on récupère le PET sous forme de granulés et on peut reproduire des préformes qui vont servir à fabriquer des bouteilles directement. Donc aujourd'hui en PET, je pense que c'est à vous que je disais tout à l'heure, à ma connaissance c'est le meilleur matériau dans les plastiques parce que il est recyclable quasiment à l'infini, presque comme le verre. Et on a 4 marchés pour la fin de vie. Nous on est intéressé à le reprendre pour refaire des bouteilles, des flacons, des pots. Aujourd'hui, comme ce gisement est énorme, c'est tout le gisement des bouteilles d'eau, de soda et de cola, aujourd'hui vous avez sur le marché, vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est pas assez mis sur l'étiquette, mais vous pouvez acheter des bouteilles d'eau qui sont fabriquées à partir de bouteilles recyclées. Quelques éléments sur recyclable, biodégradable, compostable. Alors c'est un sujet complexe parce que s'il est mal appréhendé, ça risque de faire des gros dégâts dans notre environnement. Recyclable, c'est un projet, nous ne faisons que du recyclable. C'est la récupération des emballages. On refait le processus que vous avez précédemment pour le PET, on le refait pour le polyéthylène, pour les PP, pour différents matériaux plastiques. Donc c'est de la collecte, du tri, du lavage, du nettoyage, de la regranulation et c'est reparti. La norme compostable, je vais même démarrer par la norme biodégradable. La norme biodégradable, c'est une transformation, c'est-à-dire que cet emballage va se biodégrader, mais c'est un processus industriel. Pour faire du biodégradable, le processus industriel, c'est je récupère, je sais trier, je sais mettre les plastiques biodégradables des plastiques recyclés. Donc vous voyez déjà que dans les centres de tri, ils ne savent pas le faire. Ça. Et après, si j'y arrive à le faire, je sais, je mets des enzymes, je mets de l'humidité et je mets de la température. Et à ce moment-là, le processus de dégradabilité du plastique se démarre. Donc, vous voyez bien que ce terme-là, dans la plupart des gens, vous-même, quand on dit biodégradable, à la limite, je jette et puis je repasse dans 5 jours et il n'y en a plus. Hein, bon, là, si vous mettez emballage biodégradable, à ce moment-là, on va avoir une pollution visuelle parce que tout le monde pense que le terme biodégradable, mais c'est une norme là-dessus. Compostable. Alors, compostable, c'est un emballage ou un plastique, dans notre cœur d'activité, ou les autres types d'emballage, il doit se dégrader à 80% dans les 60 jours. Donc, je vois
admettons que vous achetez un flacon compostable avec du produit et du shampoing, lavez-vous vite les cheveux. Hein. Parce que sinon, le flacon se dégrade et donc il n'y a plus d'emballage. Donc nous, on n'est pas, dans notre marché, on n'est pas du tout là-dessus. On ne peut pas être là-dessus. On ne va pas là-dessus. Parce que de toute façon, derrière, ce serait indiqué à nos clients que vous allez prendre des trucs biodégradables, mais derrière, en fin de vie, vous n'avez pas de solution. D'accord ? Vrac. Donc, grande tendance actuelle, qui est la vente la vente en vrac. Alors, pourquoi c'est faux, en partie et qu'on parle autour du packaging. En fait, le vrac a un intérêt, mais pas du tout sur la partie packaging. Le vrac, l'intérêt, c'est que moi, consommateur, je vais acheter les 152 grammes que j'ai besoin pour faire tel type de produit. Et avant, on me proposait que des emballages de 450 grammes. Donc, j'en mettais 300 grammes à la poubelle. Alors, ça, oui, mais sur la partie emballage, vous avez, quand vous allez vous servir en vrac, j'en sais rien, en huile d'olive, elle est arrivée comment, l'huile? Dans la machine à distribution, elle est bien arrivée dans un emballage. Elle n'est pas arrivée avec pas un camion citerne pour l'huile, pour le vinaigre, la vinaigrette, la moutarde, la mayonnaise, tous ces produits, les produits d'entretien, etc. Donc, il n'y a pas d'emballage, sauf qu'ils ont été, le soir ou le matin, ils ont été déchargés, on ne les voit pas. Et puis après, vous venez avec votre emballage et puis là-dessus. Donc hier sur Paris, une marque qui veut faire du vrac, notamment dans l'huile d'olive, c'est des petites cellules, etc. Et ils veulent même aussi vendre des sauces en vrac. Au lieu d'étudier le produit, moi je renvoie, mais la sauce, vous la gardez comment? La conservation. Bien évidemment, tous les clients sont propres, d'une hygiène remarquable, et donc il n'y aura pas de germes là-dessus. Et donc on repose des questions, et puis hop, le ballon il se dégonfle parce que les prises de responsabilité sont importantes. C'est pour ça que là, nous, quand on a cette demande-là, on retravaille là-dessus. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut retravailler tout le retail, toute la machine qui va permettre d'être sûr de remplir. Alors dans certains cas, ça fonctionne. Hein. Alors, quelle part après les nouveaux matériaux là-dessus? Alors, qu'est-ce qui s'est passé on va dire, ces 2 dernières années en plastique recyclé? Donc, jusqu'à fin 2016, 50% des plastiques en fin de vie recyclés d'Europe étaient vendus à un seul client, la Chine. Donc, la Chine a décidé fin 2016 de ne plus acheter nos déchets. Donc, vous remettez dans la configuration, vous êtes dans vos entreprises, vous avez perdu la moitié de votre marché. Donc ça c'est déjà sacrément problématique. Hein. La deuxième problématique pour les Suez, les Veolia, les Paprec, c'est que les déchets arrivent tous les jours. Et donc, voilà. Alors, comme dit le patron de Veolia, Monsieur Frérot, dit, de toute façon, on est des latins, et donc c'est sous la contrainte qu'on va faire l'innovation. Et donc là, il y a un coup d'accélérateur, pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure. Il y a un coup d'accélérateur, c'est que avant, nous, pour avoir des plastiques recyclés, on n'avait pas de visibilité, on a 50 tonnes par-ci, 30 tonnes par-là, etc. Là, ils mettent en place un processus industriel de fournir du recyclé à toute l'industrie de manière industrielle. Donc, on ne pourra pas faire du recyclé transparent. Donc, en termes de marketing, il faut l'intégrer, il faut l'expliquer. Donc ça, il y a une accélération. Il y a le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Économie qui a lancé fin 2017 la feuille de route de l'économie circulaire sur les emballages. Et donc, vous avez par exemple Danone,
Emmanuel Faber, qui a une volonté pour toutes les usines dans le monde, 0 déchet en 2025. Alors, je vous dis ça parce que c'est intéressant d'avoir des exemples de gros donneurs d'ordre et de volonté de pas vouloir y aller. La roue de l'éco-conception, je ne vais pas tout vous donner, mais je vais rester simplement sur les parties au-dessus. Innover, développer, nouveaux concepts, réduire la quantité de matériaux. Ça, c'est un des éléments phares. C'est comment j'arrive à réduire ma masse de matières premières, tout en gardant et en conservant les qualités mécaniques, s'il y a des homologations dans le cas des bidons, voilà. Donc ça impose des nouvelles matières, ça impose des nouvelles machines, ça impose des nouveaux roulants, à chaque fois. Choisir les matériaux à moindre impact, optimiser les processus de fabrication. Alors par exemple, choisir les matériaux à moindre impact. Nous, notre difficulté, je ne peux pas vous donner des chiffres de comparaison avec d'autres matériaux. L'industrie du verre ne communique jamais sur l'empreinte carbone. Peut-être qu'ils sont moins bons que nous, mais je pense ils connaissent très bien. Optimiser l'emballage, optimiser la durée de vie, optimiser la fin de vie, etc. Vous pourrez le retrouver là-dessus. La CV, je ne sais pas si vous connaissez, l'analyse de cycle de vie. Donc, vous avez 10 critères. Vous devez normalement en analyser 5 et normalement en afficher 3. Bon, ça traîne. Il faut juste savoir que ceux qui sont dans ce travail, je pense que c'est le groupe Grenelle, je crois, Grenelle 2 qui travaille là-dessus, tous les grands distributeurs sont là-dedans. Il y a très peu d'industriels et très peu de fournisseurs de grande distribution qui sont dans le groupe de travail. Donc eux vont savoir avant vous ce qui va se faire. Nous, alors, si ce qu'on peut faire, c'est on peut le faire sur un produit, ou on peut le faire, vous mettre en relation avec une société qui va vous le faire. Ce qu'on essaye de fédérer, notamment, ce pourrait être le rôle de Matiquet qui est derrière, c'est de fédérer les entreprises pour comment on appelle ça, optimiser, être ensemble, coopération, mutualiser les coûts. Voilà. Du logiciel. Voilà. Mutualiser les coûts pour démarrer. Mais c'est sûr qu'avec cet élément-là, alors comme nos clients ne savent pas ce que c'est l'analyse de cycle de vie, ils doivent répondre à toutes les questions. Et bien évidemment, quand on regarde l'ensemble des questions, il y a au moins un tiers des questions qui n'ont rien à voir avec l'analyse de cycle de vie. Hein? Pour connaître l'analyse de cycle de vie, ok, vous avez tel type de matériaux, mais vous l'achetez où? C'est où? Quelle entreprise? La ville, etc. Ouais. Passez au champ. Donc ça, c'est à mon avis un trait important pour nos clients. Juste, vous voyez, par exemple, l'impact, le poids pour le même transport, pour le même usage. D'un côté, j'ai 244 grammes, de l'autre côté, j'ai 38 grammes. Donc, s'ils font 1 million de bouteilles, eh ben, ça fait 244 moins 38, ça fait 206 tonnes en moins sur la route. 2 fois à la livraison des emballages vides, à la livraison des emballages pleins. Je dois aller vite. Voilà tout ce qu'on propose là-dessus. Polyéthylène 100% végétal, biopet, donc c'est généralement du 30% végétal, 70% pétrole. 100% RPP pour les seaux et les bidons, 100% là-dessus. Quelques exemples d'empreinte carbone. PET vierge, je ne vais pas vous les lire, mais vous les voyez. Hein. RPET, on met 25% de recyclé jusqu'à 100% de recyclé, voilà ce que ça donne. Vous baissez sur le RPET, vous baissez de diviser par 2 l'empreinte carbone. Donc en végétal, on a une empreinte carbone qui est en dessous de 0. Et donc, nous, notre baseline sur cette partie-là, c'est un bilan carbone négatif, c'est plus que positif. Alors ça s'explique parce que dans le calcul, là, je dois compter 1,9 tonne de CO2 par tonne de plastique, et là, je compte moins 2,5 tonnes de CO2
dans le plastique d'origine végétale. Pourquoi? Pour faire très court, c'est que le végétal, on compte tout. Et donc on compte la floraison, et pendant la floraison, la fleur a absorbé énormément de carbone. Et c'est comme ça qu'on démarre de plus bas. En fin de vie, on est sur un PE végétal, que je vais appeler PE végétal plastique, il ne reviendra pas végétal. Hein. Donc dans notre empreinte carbone, on calcule moins de tonnes 5 en amont, et en fin de vie, on compte plus 1,9 tonnes de CO2, puisqu'il ne redeviendra pas végétal. Il y en a quand même un élément négatif. Construire une démarche, il faut l'écrire. Et c'est pour ça que nous, on a écrit depuis 2012 notre démarche Cradle to Cradle, qu'on fait évoluer au fur et à mesure, sur 2 axes, la préservation des ressources et la valorisation en fin de vie. Donc là, vous avez des pistes sur lesquelles on peut travailler. Ça, c'est dans le cas, par exemple, si les investisseurs vous faites une démarche d'éco-conception, il faut avoir ça. Donc l'éco-conception, c'est 2 choses. C'est l'empreinte carbone d'un côté, l'ACV de l'autre. Ça, c'est l'éco-conception. Et nous, on ramène 2 autres choses, la RSE et l'éco-design. Je suis Céline Scavenec, je suis la fondatrice de Niji et je remercie CDP de m'avoir invité et de me donner la possibilité de vous présenter notre solution zéro déchet, Eat and Back. À travers cette petite vidéo, vous avez vu quel est notre objectif, notre cible, qui est de supprimer les emballages jetables à usage unique sur le marché de la restauration nomade. Et parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un emballage à usage unique à chaque fois. Et puis parce que finalement, on est sur un secteur d'activité qui connaît bien le non jetable, qui a fonctionné avec du non jetable pendant très très longtemps, et ça s'appelait la vaisselle. Voilà. Et depuis quelque temps, on s'achète à manger dans des emballages jetables, mais c'est finalement très très récent. Et j'ai pas l'impression d'avoir inventé quelque chose d'extraordinaire, mais simplement d'avoir trouvé une manière de faire de la vaisselle plus légère, incassable, plus pratique, plus facile et adaptée à nos modes de consommation d'aujourd'hui. La lunchbox, la voici. Donc, vous pouvez voir comment ça se présente. On a des contenants de 500 ml ou 800 ml qui sont des standards dans la restauration. La boîte, elle se ferme comme ceci. Et puis, on peut rajouter, si on veut, des éléments de personnalisation de manière à véhiculer l'image de marque de celui qui a fait à manger ou de celui qui utilise ce type de contenant dans sa cantine d'entreprise, par exemple. Voilà, et qui permet à ses collaborateurs de ne plus produire des déchets au quotidien tous les jours. Donc on peut personnaliser sur le couvercle ou sur l'élastique qui vient autour du bento. On est sur une esthétique un petit peu comme les bento japonais. Mais je vais surtout vous parler du service, puisqu'à la différence du jetable, qui ne fait que sortir de chez le restaurant ou de chez le traiteur, et qui va terminer sa vie au mieux dans une poubelle, au pire, on sait où. Voilà. Là, l'idée, c'est que l'emballage, que le contenant revienne, qu'il soit lavé et réutilisé le plus de fois possible. Et donc, cette circularité-là, pour la petite lunchbox, il va falloir l'organiser, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Il va falloir organiser la manière dont la lunchbox va revenir au point où elle va être nettoyée et être réutilisée le lendemain. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce service innovant qui s'appelle Eat and Back, qui est une appli. Une appli qui va permettre d'abord à mon client, qui est le restaurateur ou le traiteur, d'avoir une vision précise de son stock. Avec du jetable, c'est simple, voilà, le paquet diminue, il va falloir en racheter d'autres. Voilà. Là, il faut savoir combien j'ai de lunchbox propres disponibles, prêtes pour vendre mes repas, combien sont dans la nature auprès de mes clients, à quel moment elles vont revenir, est-ce qu'elles sont nettoyées, et quand elles redeviennent propres et disponibles. Donc,
l'appli Eat and Bag, c'est d'abord un service pour le professionnel qui la met en service. C'est d'abord ce qui me permet de gérer son stock et les différentes étapes. Donc le transport, le nettoyage, et voilà. C'est aussi du coup le support de la consigne numérique. Je me suis inspirée pour cela de l'exemple d'EcoCup. J'ai connu les festivals de musique quand j'étais plus jeune, quand il n'y avait pas d'EcoCup. Il n'y avait que des gobelets jetables. C'était, pour ceux qui se souviennent, on marchait dessus, c'était voilà, que une tonne de déchets. Et EcoCup a réussi à trouver quelque chose de simple et de formidable, et ça a changé nos habitudes de consommation. C'est pour ça que c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun festival de musique où on n'a pas son gobelet consigné à 1 €, on le rend à la fin, et puis on a arrêté les emballages, enfin les gobelets jetables dans ces événements. Donc moi je me suis dit, mais voilà, le secret d'EcoCup, c'est 1 €, c'est simple, c'est facile, c'est standard, donc voilà, il faut inventer un prix de consigne, quelque chose d'aussi simple. Or, ma lunchbox, évidemment, va coûter plus d'1 €, donc voilà, comment on trouve un modèle économique Donc on s'est dit, si le prix est un problème, il faut si la consigne est trop chère et que c'est dissuasif, eh bien il ne faut pas qu'elle pèse sur le client final. Donc on va la décaler dans le temps. Au moment où EcoCup s'est mise en place, on n'avait pas tous nos smartphones et voilà, on n'était pas aussi bien équipés de manière technologique. Aujourd'hui, l'idée c'est que la consigne, elle n'est pas prélevée a priori. Le produit, il est gratuit pour tous les gens qui jouent le jeu. Vous prenez vous allez acheter votre repas. Vous payez votre repas. Vous ne payez pas la consigne. Vous avez l'appli Eat and Bag sur votre smartphone, clic, on enregistre la consigne. Vous rendez la boîte 3 jours plus tard, clic, on déconsigne. Vous n'avez rien payé. C'est uniquement si vous ne ramenez pas la boîte après telle date, on vous donne un temps pour la rendre. Si vous ne l'avez pas rendue, là vous serez prélevé de 10 € de consigne. 10 € ou si, voilà, imaginons qu'on fait des lunchbox beaucoup plus chers. À partir du moment où la consigne n'est prélevée que si on ne rend pas le produit, on peut avoir des prix différents. Le problème est, on est moins dans la recherche d'un standard. Donc là, on s'est dit, on démarre à 10 € parce qu'un compte rond, et comme ça, c'est simple et c'est pratique pour tout le monde. Mais elle n'est pas prélevée. Elle est prélevée si on n'a pas rendu. Auquel cas, on a acheté, comme si on l'avait acheté. Voilà, finalement, on peut avoir envie de s'acheter, de remplacer ces vieux Tupperware par un produit plus local, plus équitable, plus durable, plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Et là, je rejoins l'intervention de Jean-Michel tout à l'heure sur l'intérêt de fabriquer cette lunchbox dans ces matériaux. Donc voilà, c'est le support de la consigne numérique, du coup, l'appli Eat and Bag, et c'est aussi le support de la calculette carbone. Donc là, je vais m'inscrire dans la complémentarité de ce qui a été dit sur l'analyse en cycle de vie. On est en cours de réalisation d'une ACV fonctionnelle, c'est-à-dire qui ne va pas uniquement porter sur le produit, mais sur l'ensemble du circuit, donc qui va intégrer les transports retour de la boîte, le nettoyage, et si elle sert 100 fois, 100 fois le lave-vaisselle, voilà. Donc qui va intégrer l'ensemble des coûts et des consommations de ressources d'eau pour utiliser une lunchbox réutilisable par rapport à du jetable. Et on va pouvoir donner l'impact carbone au consommateur final, donc à mon client et au client de mon client. C'est-à-dire que mon client, le restaurant, pourra avoir son impact carbone en utilisant ces lunchbox. Voilà la quantité de CO2 évitée, calculée en grammes, kilos ou tonnes. Voilà la quantité de CO2 évitée par rapport à l'utilisation de barquettes plastiques jetables. Et ce chiffre-là, il peut le répercuter à ses propres clients. Donc au client final un par un, le consommateur,
Et on va pouvoir rentrer dans un jeu de fidélisation, de gamification. Au bout de telle quantité de CO2 évitée, vous gagnez le dessert, vous avez des... voilà, c'est aussi un support de communication et de fidélisation qui peut être intéressant. Et puis si le client de mon client, c'est une entreprise qui fait un choix éco-responsable, qu'on a vu dans ce petit film, de commander ses plateaux repas chez des traiteurs partenaires qui vont les servir dans ces lunchbox, c'est intéressant pour l'entreprise de dire, voilà, notre choix RSE, le choix zéro déchet sur nos plateaux repas, le choix de travailler avec tel traiteur, eh bien, ça nous a permis d'éviter telle quantité de CO2. C'est une donnée concrète, objective, qui peut être valorisée dans son rapport annuel RSE, par exemple. Voilà. Donc, l'appli Eat & Back, elle répond aux besoins nouveaux qu'on crée en développant cette circularité-là, mais elle apporte par ailleurs d'autres bénéfices, un autre intérêt pour nos clients et pour les clients de nos clients. Donc voilà comment ça marche concrètement. Le traiteur qui est ici, il cherche à éliminer les emballages jetables de son restaurant. Il fait appel à Eat & Back pour avoir des lunchbox. Le client commande par internet ou par téléphone ses plateaux repas. Il livre les plateaux repas, le client mange dans son bento et il récupère dans l'après-midi les lunchbox. Il les lave et il va les réutiliser. On travaille avec les organisateurs d'événements également. Le festival Ludinor qui a eu lieu fin mars. Ludinor avait travaillé avec le traiteur, un traiteur de la famille, pour ne pas le citer, qui est très connu. Les repas des bénévoles étaient servis dans cette lunchbox. 600 lunchbox avaient été proposés. Donc les bénévoles ont mangé le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi. Donc c'est autant de barquettes jetables qui n'ont pas été consommées sur un seul événement. Et là c'est le chiffre qui provient de notre étude ACV du CD2E, qui a été financé via un soutien de l'ADEME qu'on a reçu pour ce projet. 100 grammes de CO2, c'est la contribution évitée. C'est la contribution de cette jeune fille bénévole à Ludinor à travers son repas. Donc à la fin de l'événement, 430 bénévoles, 3 repas en 2 jours. Donc on voit quel est l'impact carbone positif en n'utilisant plus de barquettes jetables. Le support de l'appli Eat & Back sur cet événement, ce n'était pas le smartphone. Chaque bénévole était équipé d'un badge RFID qui lui donnait accès à certains endroits, qui lui donnait la possibilité d'avoir gratuitement en tant que bénévole ses repas à l'espace de restauration. Et ce badge RFID était aussi le support de la consigne. Donc clic, j'ai pris une lunchbox, clic, j'ai rendu ma lunchbox. Et donc l'organisateur aurait pu savoir tel bénévole n'a pas rendu sa lunchbox. Voilà, on sait vers qui se retourner, il faut la ramener. Ce support, ce badge RFID, ça peut être un badge professionnel, donc utilisable à la cantine d'une entreprise par exemple. Ça peut être également une carte d'étudiant sur un campus universitaire. Le même support qui enregistre l'information qu'un étudiant a emprunté 3 livres à la bibliothèque peut avoir également l'information qu'il a emprunté aussi une lunchbox et qu'il doit la rendre avant telle date. Voilà. Aujourd'hui, à qui on s'adresse? Donc aux professionnels de la restauration livrée, les traiteurs, essentiellement ceux qui livrent des plateaux repas en entreprise. Voilà. Là, ça fonctionne déjà et c'est disponible. Sur la restauration à emporter, j'espère pouvoir le lancer en septembre-octobre prochain. On a fait une campagne de crowdfunding à l'automne dernier pour commencer déjà à avoir une communauté de premiers adopteurs qui étaient prêts à aller dans un réseau de restaurants. Parce que là, il faut au moment où ça se lance qu'on ait le choix entre 10-15 restaurants minimum par grande ville. Sinon, ça va pas prendre. Donc là, on est en cours de constitution
ce marché-là, des traiteurs, ça démarre bien et c'est pratique et les traiteurs aiment bien. Sur la restauration à emporter, on se pose encore la question. On teste aujourd'hui un autre modèle économique finalement qui peut être un... Enfin, je vous dis, on se pose des questions, hein, c'est comment pénétrer le marché. Le vrai sujet, c'est ça. Et aujourd'hui, les restaurants qui vendent à emporter sont peut-être un peu plus prompts à proposer la lunchbox en dépôt-vente. Ils demandent à leurs clients de l'acheter, de s'équiper et de revenir avec. Et ils proposent la lunchbox comme outil de fidélisation. C'est-à-dire, à chaque fois que vous revenez avec votre lunchbox, vous ne me coûtez pas un emballage jetable. Donc, je vous fais une réduction. Ou je vous offre le dessert, ou je ne sais pas. Et ça, c'est le marché qui nous l'a enseigné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en allant proposer notre solution, on s'aperçoit que les restaurateurs, quand ils voient le produit, ils ont plus envie, eux, de le vendre comme ça. Ou de le, voilà. Les collectivités, universités, on démarre une expérimentation à la rentrée en septembre sur le Crous de Grenoble. Voilà. Donc là, c'est première... il se trouve que le directeur du Crous de Grenoble est le référent au niveau national pour l'ensemble des Crous, référent développement durable. Donc l'expérimentation commence sur le Crous de Grenoble. Et si ça marche, ben voilà, potentiellement toutes les universités, quoi. C'est un autre marché, le goodies, le cadeau promotionnel, parce que finalement, l'image de marque qu'on peut véhiculer sur le produit, sur le couvercle, hein, par sérigraphie, ou sur, je cherche mon petit élastique, voilà, ou sur l'élastique du bento. Là, on a les élastiques de Ludinor, Festival Ludinor. Voilà. Qu'est-ce que je marque? Quelle marque on met là-dessus? Voilà. Alors, ça peut être celui qui a fait à manger, le traiteur qui l'utilise, la société de restauration, ça peut être l'organisateur de l'événement, mais ça peut être aussi l'entreprise qui l'offre à ses collaborateurs. C'est un goodies intelligent, c'est finalement un outil de promotion de la réduction des déchets, ça véhicule un message, et donc ça peut aussi être un cadeau promotionnel intéressant, qui renforce... Et enfin, les distributeurs revendeurs. C'est le premier marché qui a... Enfin, c'est grâce à ça que l'entreprise a démarré. Le produit, il plaît aux consommateurs, il plaît aux personnes qui ont envie de remplacer leur vieux Tupperware. Voilà. La lunchbox est un accessoire de mode aujourd'hui. Et du coup, ça plaît aussi, donc ça se vend bien dans les magasins du bio ou du vrac. Donc, aujourd'hui, on est en vente dans des magasins de la métropole, des By Day ou Biocop rue du Molinel à Lille, par exemple, ça se vend bien. Et on est en cours de référencement. Donc, la Lunchbox est référencée chez un grossiste, voilà, une société qui est distribuée sur l'ensemble du marché du bio ou du vrac dans une vingtaine de pays en Europe. Donc normalement, on devrait les trouver un petit peu partout dans les mois ou les années qui viennent. Mais pour moi, ça va être le moyen de lancer des nouveaux produits. L'idée, c'est de développer une gamme de contenants alimentaires durables pour éviter le jetable sur le marché de la restauration. Donc il y a ce premier format, il faut évidemment créer d'autres formats, toujours en gardant l'identité design, puisque rien que ceci, par exemple, qui est le bouchon de la lunchbox, imaginons ça un peu plus grand. Et on a la boîte à pizza, et la pizza, c'est le repas le plus vendu à emporter dans le monde. Donc les petits mots de la fin. Nous, chez CVP, ce qu'on fait et ce qu'on met en avant, effectivement, c'est des petites matinales pour montrer aussi que en collaborant, en allant chercher aussi, en s'inspirant et en travaillant en coopération, notamment cas concret avec Céline qu'on suit et sur des projets qui ont du sens et on est sur des partages de valeurs, c'est les choses qu'on aime faire. Aller travailler ensemble sur des problématiques, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus formateur et qui va faire avancer les choses.
Ce qu'on a pu voir avec la matinale qui était sur quel packaging de demain, c'est que y a des choses existantes, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, ça démarre, il y a du disponible, et un vrai cas concret qui est opérationnel avec la lunchbox de Eat and Back. Petite promo, c'est les prochaines matinales, on les affiche déjà. On a déjà les thèmes qui seront sur les achats responsables, comment y répondre à la rentrée sur septembre. Sur janvier, on n'a pas les dates encore, mais c'est comment faire de la communication responsable. Et en avril 2020, c'est sur le design et le packaging. Autre chose qu'on aime faire aussi en collaboratif, on a décidé de lancer un concours qui s'appelle Innov Impact. C'est à destination des étudiants sur le packaging de demain. Allez s'inspirer, pas s'inspirer, mais travailler en bonne intelligence aussi avec les futurs utilisateurs de packaging, s'ils ont des bonnes idées. Et donc le concours a été lancé en novembre dernier, donc présenté auprès de toutes les écoles de design, écoles de packaging, écoles d'ingénieurs.